bonsoir Sonia, bonsoir tout le monde. Alors je te laisse Patricia te présenter. Ok, donc je peux dire marhaba, non? Quand même, parce que je suis Voilà. libanaise, ça peut-être on va le dire, même si c'est pas le même arabe, voilà. Au moins marhaba, c'est international. On comprend. Voilà, bah, merci Rim pour ton invitation. Je suis très touchée et vraiment heureuse de pouvoir être là et pouvoir un peu partager ces connaissances. Comme tu dis, notre métier, c'est notre passion et on a juste envie de pouvoir aider les personnes, leur amener de la valeur et les accompagner pour qu'elles soient les plus épanouies possibles. Voilà. Donc moi, mon parcours dans le domaine de la santé énergétique, ça commence avec le shiatsu, qui est une thérapie manuelle comme l'acupuncture. Donc, notre base, c'est la médecine chinoise. Donc, ça, c'est ma formation principale. Puis, je travaille également avec le Reiki. Je travaille également avec les sons, les bols tibétains, les massages sonores. Et puis, bon, je fais aussi également du coaching. Je travaille sur la méditation, les émotions. Donc, j'ai, comme tu dis, une palette un peu large à proposer. Et donc, aujourd'hui, le thème, c'était à la rencontre des émotions. Hein, c'est ça, bien. Voilà, exactement. Eh bien, génial. C'est un thème qui intéresse beaucoup de gens parce qu'on est des êtres d'émotions, justement. Et dans la majorité des cas, on va dire, on a été éduqués très tôt à nous couper de nos émotions et ça nous joue des tours étant adultes. Et donc, c'est vraiment un sujet à la limite presque tabou à un certain âge parce que, voilà, pleurer à un certain moment, c'est mal vu. Exprimer sa joie, c'est mal vu. Exprimer sa tristesse, c'est mal vu. Et du coup, ben, on apprend très tôt à se couper justement de nos émotions. Et voilà. Donc aujourd'hui, c'est Patricia qui va nous parler des émotions. Et de quoi vas-tu nous parler, ma chère Patricia, aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vous ai préparé 4 grands chapitres. On va voir si on arrive au bout. Sinon, on fera au mieux pour arriver au bout. Parce que moi, j'aimerais bien aussi d'avoir s'il y a des questions, pouvoir vous répondre. Donc, on va parler au départ de qu'est-ce que c'est l'émotion. Ensuite, de comment j'accueille l'émotion. Oui. Puis l'émotion en relation avec l'autre. Et enfin, les remèdes naturels pour apaiser nos émotions. Voilà. Oui. Je commence. Ok. Ben oui, donc, voilà. Vas-y, N'hésitez pas à poser vos questions. Ok, super. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions parce que Patricia ne les voit pas, mais moi je les vois. Et donc, je vais les communiquer au fur et à mesure. Quand vous avez des questions, vous les posez au fur et à mesure. Moi, je me fixe 2 secondes parce que apparemment il n'y a pas assez de lumière. C'est juste pour brancher ma lampe. Vas-y, la parole est à toi. Et donc, qu'est-ce que l'émotion? C'est quoi l'émotion? Voilà. Donc, moi, quand je commence à poser des questions sur quelque chose, ça, c'est mon petit plaisir, d'aller voir c'est quoi l'origine de ce mot émotion. Ça vient d'où? Et donc, j'ai vu que ça vient du verbe émouvoir. Et en français, mouvoir, donc c'est le mouvement. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui bouge à l'intérieur de moi. Et aussi, c'est quelque chose qui bouge dans le temps parce qu'une émotion, ça dure pas éternellement, c'est éphémère. Donc, c'est cette question de mouvement que je trouve très intéressante. Et donc, si on va aller sur la définition plus du dictionnaire, j'en ai 2 que j'ai choisi pour vous. Donc, c'est une réaction à un stimulus. Un stimulus, ça veut dire quelque chose qui se passe extérieurement ou intérieurement et qui va se manifester par des troubles physiologiques. C'est-à-dire, je peux avoir mon cœur qui bat, je peux avoir des rougeurs, je peux avoir des sueurs, je peux avoir des picotements dans la gorge. Donc, ça se manifeste dans le corps. Donc, moi, je voudrais commencer par un petit triangle. Je suis très triangle aussi. Il y a l'environnement, donc ce qui se passe, la réaction et le corps, parce que ça se passe dans mon corps. Donc, une autre définition qui va dans ce sens-là, qui dit, donc c'est une conduite réactive, un réflexe involontaire, vécu au niveau du corps. Donc, on est de nouveau dans la réaction, on est de nouveau dans le corps, de façon plus ou moins violente. Donc, ça, c'est l'intensité de l'émotion. Donc, sur le mode du plaisir,
ou de la douleur. Donc, l'émotion peut être dans le sens très favorable. Je veux dire qu'on a réussi un examen et on est aux anges, donc on est vraiment emporté par l'euphorie et c'est super. Ou alors, dans l'autre extrême, un deuil, quelque chose où on a une émotion très lourde de tristesse. Donc, les intensités varient. Et moi, peut-être, je me suis dit, Rim, je vais te poser la question puisque je ne peux pas interagir directement avec les spectateurs. Mais du coup, par exemple, si tu penses à une émotion que tu as eue assez récemment, où est-ce qu'elle se trouvait dans ton corps, par exemple? Est-ce que, je ne sais pas, tu arrives à te souvenir de ça? Il faut que je me concentre un peu sur l'émotion d'abord. Ouais. Ouais. Oui, d'accord. Alors, l'émotion, moi, ça m'arrive de ressentir ici, en plein, c'est-à-dire au niveau du chakra du cœur, en fait. C'est au milieu de la poitrine. Exact. Moi, par exemple, tu vois, aujourd'hui, j'avais eu une petite émotion et j'ai senti, par exemple, comme si ça venait serrer comme ça. C'était ce mouvement-là, ici au niveau de mon plexus. À mon avis, c'était le petit stress avant de venir en Facebook Live. Tu vois, le petit stress qui faisait comme ça, à ce niveau-là du plexus solaire. Et du coup, voilà, c'est intéressant de voir que ça se passe dans mon corps. Donc, l'émotion, c'est quelque chose de très puissant. Et comme vous savez que je viens de la médecine orientale, je l'ai dit, je vais vous donner deux images que j'aime beaucoup. La première qui vient de la vision orientale, on dit, bon… Écoute, je vais juste arrêter 2 secondes. Oui. Excuse-moi, Patricia. Alors, 2 secondes, parce qu'il y a des gens qui interagissent là. Il y a quelqu'un qui dit au niveau du visage et du cœur. Il y a aussi Émilie qui nous dit coucou et qu'elle va suivre plus tard donc l'enregistrement. Donc, il y a des gens qui sont là. Voilà, c'était juste pour te dire qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, voilà, visage et cœur. Voilà, l'émotion, elle est ressentie au niveau du visage et du cœur. Voilà. Super, super. Et donc, en fait, dans la vision orientale, on compare l'émotion aux chevaux. Et en fait, parce qu'il y a le chemin de vie, donc voilà, imaginez un chemin. Il y a des cailloux que sont les difficultés de la vie, des petits trous. Hein? Et puis, il y a le carrosse avec le conducteur du carrosse. Et puis, tu as les chevaux. Et en fait, les chevaux, c'est les émotions. Tu vois, c'est eux qui guident en fait notre vie. C'est souvent eux le moteur. Et alors que le cocher, c'est plutôt le mental. C'est lui qui va normalement, qui doit guider. Hein, parce que, tu vois, si on se laisse complètement emporter par les émotions, bah, du coup, on perd notre libre arbitre. Hein, et souvent, on le regrette aussi. Oui. Et par contre, si, comme tu disais tout à l'heure, on se coupe et on les brime, tu vois, tout le temps, il y a un moment, ils vont se rebeller et ils vont peut-être nous emmener dans le fossé. Et là, ça peut développer des maladies, des accidents, etc. Donc, ça, c'est la première image que vous pouvez déjà retenir du carrosse. Et une autre image qui est plutôt… souvent, les émotions, on les amène à l'élément de l'eau. Et ce qui est très intéressant, c'est que notre corps, il est quand même constitué à 80% de liquide. Et tu vois, quand il y a une émission, c'est comme un petit caillou, voilà, un petit caillou comme ça, que tu vois qui est là et qui va faire… Et selon le caillou, bah, comme on a parlé d'intensité, l'onde va être très forte et ça va nous déstabiliser puisque c'est l'eau, tu vois, ça nous… Et moi, j'aime beaucoup cette image aussi parce que ça montre qu'il y a un déséquilibre. On est déstabilisé quand il y a cette émotion qui arrive. Donc, l'objectif de notre présentation aujourd'hui, c'est de reprendre les rênes de notre vie en comprenant nos émotions et en se mettant d'accord avec elles. Parce que comme on a dit déjà, si on les nie, ça ne va pas le faire, on va en payer les conséquences. Mais si on se laisse complètement submerger, ben pareil en fait, tu vois, c'est-à-dire on va avoir des réactions qui sont inappropriées souvent. Combien de fois, peut-être on peut poser la question à nos auditeurs, combien de fois vous n'avez pas regretté quelque chose que vous avez dit sous la colère? Voilà, on peut les laisser dire. Quand je reprends les commentaires, parce qu'apparemment il y a un petit souci avec les commentaires, tout a disparu, mais ça va revenir, t'inquiète pas. Continue de développer, ils sont là, ils sont en train de nous suivre. Mais pour le moment, je n'arrive pas à lire les commentaires. Ok. Mais tu penses, par exemple, toi, si je veux t'interroger à toi, tu penses à des choses, par exemple, que tu as fait sous l'émotion et que tu te dis, aïe. Oui, j'aurais pas dû, ou j'aurais dû me calmer avant, ou oui, ça arrive très souvent. Oui. Ça arrive très souvent. Surtout avec les enfants. C'est ça. Oui.
Oui, oui, et c'est vrai que dans la relation à l'autre, quand ça se passe, après, ça peut créer, bon, ça peut être que c'est bénin, ça dépend des émotions, mais parfois, ça peut créer des blessures aussi dans les relations si on se laisse Ouais. complètement aller dans les émotions et du coup, on n'est plus en contrôle et après, ben, ces blessures peuvent s'accumuler, ça devient difficile, quoi. Donc, c'est vrai que c'est important. Alors, je vais vous présenter un outil que je trouve super intéressant, que je montre ici. Ça s'appelle la roue des émotions. D'accord. Donc, au centre, il y a ce qui se passe dans mon corps. Je vais vous lire des exemples. Par exemple, j'ai une boule dans la gorge. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai mal à la tête. Tu vois, ça peut être ce qui arrive dans mon corps. Et là, dans le deuxième cercle, on voit un jaune, un rouge, un vert et ici un gris. On est dans les grandes familles d'émotions. Donc, on a 4 grandes familles d'émotions. La famille positive, c'est la famille de la joie. Et donc, dans la famille de la joie, je peux avoir bonne humeur, je me sens confiante, je suis contente, je suis sereine, je suis fière. Tu vois, tout ça, c'est des émotions positives. Et par contre, il y a la peur, la tristesse et la colère. Ce sont les 3 autres familles d'émotions négatives. Et là, par exemple, si je suis dans la colère, je vais être enragée, fâchée, frustrée, agacée, de mauvaise humeur, nerveux. Donc, et pourquoi je vous montre cette roue? Parce que je trouve que c'est vraiment un outil extraordinaire. On les utilise souvent pour les enfants, mais pour les adultes, ça marche tout aussi bien. Moi, je l'utilise pour moi aussi. Je trouve que c'est vraiment génial. Je vous donnerai les références, hein, ça, il n'y a pas de souci. La roue des émotions. Parce que parfois, c'est important. Pourquoi je montre cette roue? Parce que parfois, on a du mal à nommer ce qu'on sent. Il y a des gens qui n'ont pas de problème. Et il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus compliqué de nommer. Et donc, du coup, ça vient vous aider à nommer. Et plus on va nommer, et plus on va arriver à mieux gérer et accueillir l'émotion. C'est vrai. Là, je confirme, Patricia, parce que quand j'anime des ateliers sur l'affirmation de soi et que on essaye, je leur dis de trouver des vocabulaires, le vocabulaire qu'on utilise en jargon tunisien pour exprimer des émotions. Je peux te dire qu'à chaque fois, on n'a pas plus de 3-4 mots. On ne trouve pas d'autres mots. Alors, soit c'est en arabe littéraire, soit en français. Mais en jargon tunisien, on ne trouve pas plus que 3-4 mots, 5 maximum. On n'a pas dépassé les doigts d'une main. Et là, ça veut tout dire sur la culture, sur notre façon de vivre avec nos émotions. On n'a pas de mots pour exprimer. Par contre, en arabe littéraire, il y a tellement de nuances, il y a tellement de subtilité dans les mots, et on a une panoplie, mais on l'utilise pas dans notre vie quotidienne. Et du coup, ça traduit justement comment on a été éduqué dans le fait de ne pas exprimer nos émotions et le fait de ne pas nous connecter à nos émotions. Voilà. Ok, mais tu sais, c'est très intéressant. Et surtout quand tu me dis c'est avec la langue parlée. Je sais que nous, par exemple, avec le français, souvent les gens utilisent les mêmes mots. Et moi, qui a fait une formation en CNV, ça veut dire communication non violente, il te donne un petit lexique des mots en français parce qu'on te dit que c'est bien de temps en temps de le lire. C'est pas quand tu es énervé que tu vas le lire, ça c'est sûr. Voilà. Mais de le lire parce que comme ça, il y a des mots qu'on n'y pense pas et que on se dit ah oui, on peut utiliser ce mot-là. Donc c'est vraiment enrichir notre vocabulaire. Et c'est vraiment intéressant. Et peut-être qu'en tunisien, effectivement, je ne sais pas si à partir du langage littéraire, il y a moyen peut-être de transposer. Il faut voir. Ça, je ne pourrais pas te dire, mais ça pourrait être intéressant. Dans mes ateliers, des mots français pour pouvoir exprimer les… Ouais, on utilise parce qu'on est très francophone. Et donc, les personnes utilisent des mots en français pour pouvoir exprimer leurs émotions. Oui. C'est ce qu'on a trouvé mieux pour le moment. Oui. Écoute, super. Écoute, moi, pour ma première partie, là, j'ai fait la petite présentation de ce que c'est l'émotion. Est-ce que nos spectateurs, tu arrives à voir des commentaires ou peut-être tu n'as plus accès aux commentaires? Non, malheureusement, je n'ai plus accès aux commentaires. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a plus de commentaires, mais ce n'est pas grave. De toutes les façons, j'ai juste récapitulé un peu. Donc, tu viens de définir les émotions et c'est surtout, ce que j'ai retenu en tout cas,
c'est en rapport avec, c'est une réaction, en fait, c'est une réaction à un stimulus et qui se manifeste généralement par le corps, en fait. Donc, tu as présenté plusieurs définitions. Ce que j'ai retenu, c'est réaction, corps. C'est aussi par rapport à l'environnement. Donc, par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de moi, mon corps, il réagit. Et donc, l'émotion, je la ressens à travers mon corps. En gros, c'est ça. Oui, Voilà. c'est ça. Tout à fait ça. Donc voilà. Et maintenant, on va faire qu'est-ce que je fais avec ça? C'est très bien, Voilà. c'est très joli, Patricia. Tu as présenté ça. Et alors? Et après, c'est quoi la suite? Ouais. Donc, d'abord, je vais vous parler comment je gère ça. Et donc, la première chose que j'ai fait 10 points, voilà. Mais donc, comme ça, c'est un peu synthétique. La première chose que je vais vous inviter à faire, c'est déjà à changer notre perception sur l'émotion. Parce que parfois, déjà, ça commence dans la tête. Oui. De dire, bah, l'émotion, c'est pas mon ennemi. Je ne veux pas la fuir parce qu'elle est désagréable, parce qu'elle me fait peur, parce que je ne sais pas comment, parce que là, on va vous dire comment le faire. Donc, vraiment, de dire, voilà, cette émotion, elle est là pour m'informer de ce que je ressens par rapport au monde extérieur. Donc, elle est mon messager, elle est mon allié, elle est mon guide. Donc, déjà, et on va être dans, déjà de se dire, voilà, vu que c'est mon allié, ben, je vais lui dire, ahla ou sahla, non? Bienvenue chez nous. Voilà. Parce que ce qui se passe habituellement, c'est qu'il se passe quelque chose à l'extérieur, tu vois. Je vais te donner un exemple. Quelqu'un qui arrive en retard. Donc, je commence à m'énerver, tu vois, l'heure qui passe, et je commence à parler avec moi-même, avec ma tête. Et je vais commencer à dire, ah ben il est en retard, le salaud, et il m'a déjà fait ça la fois passée, et puis je commence à penser à tout ce qu'il m'a fait, et puis je vais commencer à le détester de plus en plus. Et c'est un aller-retour infernal entre l'émotion on commence à bouillir et la tête, ça tourne en rond. Et j'ai un petit schéma que j'ai envie de vous montrer. C'est le schéma qu'on utilise en CNV du bonhomme. Donc, il y a la tête, qui c'est un rond, le cœur, c'est des émotions, et le rectangle en bas, c'est nos instincts, nos besoins. Et donc, là, ce que j'aime beaucoup, c'est que comme on voit le mental, c'est un rond. Donc, c'est vraiment tourné en rond, hein, parfois, dans la tête. C'est un truc de fou. Et donc, du coup, moi, ce que j'aimerais avec vous, c'est qu'on sorte de ce schéma-là. Okay? Donc, comme j'ai parlé tout à l'heure dans l'introduction, qu'on parle de l'élément eau, on est déstabilisé dans notre corps, on perd un peu d'équilibre, clairement. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est stabiliser mon corps. Comment je fais? Donc, je mets d'abord mes pieds bien au sol. Je respire. OK. Si la charge, elle est trop forte, que je ne sais pas être immobile, alors là, si c'est vraiment une intensité folle, je vais vous dire, allez marcher, idéalement dans un parc, dans un endroit naturel, et concentrez-vous sur vos pas, sur ce que vous voyez. Ne commencez pas à continuer à être dans le cerveau, non, vous vous concentrez, ah là, je vois le ciel, là, j'entends l'oiseau, là, on se concentre seulement sur ce qu'on voit et sur ce qu'on entend. Ça, c'est si la charge est trop forte que je ne sais pas me mettre statique. Si je me mets en statique, je vais, tu vois, d'abord connecter mes pieds, revenir à mon corps. Si la charge, tu vois, est quand même élevée, ce que je peux faire, c'est l'exercice de l'ascenseur. C'est-à-dire, je vais mettre mes mains comme ça au niveau de mon cœur. J'inspire et j'expire. Et je descends mes mains au niveau de de mon ventre. Donc, vraiment l'ascenseur. Et je vais visualiser vraiment comme si je descends mes émotions vers le bas. Et quand j'expire, mon expiration doit être longue. Je vais faire le concours de l'expiration la plus longue. Voilà. Et j'expire comme ça, je vous montre. Comme si je souffle sur une bougie d'anniversaire. Un petit filet d'air, parce que je veux que ce soit le plus long possible. Si je fais, ça va pas durer longtemps. Pourquoi c'est important que l'expiration elle soit plus longue? Pour calmer mon système nerveux. Parce que quand je suis énervée, mon cœur il bat vite, je respire vite. Donc la première chose à faire, c'est stabiliser, calmer. Parce que tant que le corps n'est pas calmé, n'est pas stabilisé, on ne peut pas aller plus loin. Donc, vraiment, la première chose. Et quand vous faites ce mouvement de vous immobiliser, vous pouvez penser que vous êtes un arbre. Vous pouvez penser que vous êtes une montagne. Je sais, une montagne, boum. Et là, waouh, je suis posée. Tu vois, quelque chose qui est vraiment lourd sur le sol. Bam, je suis ici, je respire, je calme, je calme, je calme.
Donc là, c'est la première étape. Première étape, calmer et en même temps, donc quand je dis l'exercice de l'ascenseur, je fais ma respiration. Et puis, je vais prendre en charge mon émotion parce que mon émotion, elle m'appartient à moi. D'accord? Le problème n'est pas ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la personne qui est en retard. Parce que moi, par exemple, quelqu'un est en retard, je suis même contente parce que je suis souvent en retard. Donc, ça m'arrange très bien, tu vois. Donc, chacun vit le retard à sa manière, tu vois, c'est très subjectif. Donc, si moi, je me mets en colère, le problème n'est pas le retard, c'est que j'ai de la colère en moi parce qu'il y a autre chose derrière. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de voir, comme on a fait tout à l'heure un peu plus haut, de voir où est-ce que ça se passe ça dans mon corps en fait. Disons que ça se passe au niveau de la poitrine. Et alors, je vais nommer. Donc, je vois d'abord où ça se passe et je vais nommer c'est quoi mon émotion. Tu vois? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? C'est de l'agacement? Disons que c'est de la colère parce qu'on a parlé que quelqu'un est en retard, je suis en colère. Ça se passe ici et j'ai chaud. Et donc, je vais nommer mon émotion et je vais faire un exercice de désidentification. J'explique. Au lieu de dire je suis en colère, et donc ça veut dire que tout est en colère, non, parce que c'est une partie de mon corps qui est en colère. C'est ici, ça se passe dans mon cœur, tu vois, ou ailleurs. Mais en tout cas, là, on a pris l'exemple que ça se passe dans mon cœur. Donc, il y a une partie de moi qui est en colère. Et donc, je dois relativiser. Et je vais dire, je sens que quelque chose en moi est en colère. Et donc, du coup, une fois que j'ai dit ça, donc déjà, je remets les choses à leur place, c'est-à-dire c'est une partie de moi qui est en colère, c'est pas tout mon être qui est en colère. Et quand je dis que c'est quelque chose en moi qui est en colère, alors là, je crée de la distance aussi en plus, c'est-à-dire c'est quelque chose en moi, il est là devant moi, et donc je peux dialoguer avec lui. Tu vois, je suis plus complètement identifiée entièrement dedans. Je sors un peu le nez, je crée de l'espace et j'ouvre l'espace pour le dialogue en fait, avec quelque chose en moi qui est en colère. Et donc, je peux mettre la main pour dire, voilà, je suis là, je t'ai vu, je t'entends, je suis là pour toi. On peut vraiment faire ce geste de mettre la main et de rassurer mon être intérieur, parce que finalement, c'est un dialogue entre moi et moi-même, que je suis là, je t'ai entendu, je vois que quelque chose en moi est en colère. Et puis, je vais passer à un exercice un peu d'imagination et je vais essayer d'imaginer à quoi ça ressemble ce quelque chose. Quelle forme il a? Est-ce que c'est une tâche? Est-ce que tout à l'heure, moi, je t'ai fait l'image de ça, je t'ai dit, ça a été pour moi comme un tuyau. Est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce que c'est quelque chose comme un clou? Est-ce que c'est un couteau? Est-ce que c'est une barre? Est-ce que c'est un tronc d'arbre? Je ne sais pas. Hein. Chacun. Donc, aller un peu être curieux et de voir c'est quoi la forme de cette chose-là. Et quelle est sa couleur? Quelle est sa texture? Et je vais vraiment être attentive. Comme moi, j'aime bien donner cet exemple de la maman qui observe son bébé dans le parc, tu vois, et elle le regarde avec beaucoup de bienveillance et elle est curieuse parce qu'elle, tu vois, c'est son premier bébé peut-être, donc elle regarde comment il bouge, comment il fait des cris. On va avoir parce que on ne va pas être fâché sur nous ou sur cette partie de nous. Au contraire, comme je dis, on est dans l'accueil, on est dans la bienveillance parce qu'on reconnaît que cette partie est en souffrance. Et donc, je vais la regarder, l'observer avec beaucoup d'amour et de bienveillance et d'attention et je vais voir, est-ce qu'elle se transforme, est-ce qu'elle bouge, tu vois, elle est peut-être dans mon cœur maintenant, après elle va monter dans mon épaule ou elle va descendre dans mon ventre, peut-être que sa forme peut changer. Donc, je lui donne son temps, tu vois, et je vais lui donner le temps qu'elle a besoin, si c'est 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Je vais vraiment lui donner le temps dont elle a besoin de mon attention. C'est comme moi, j'aime bien cet exemple de la maman et du bébé parce qu'il n'y a rien de plus dans l'amour que une mère et son enfant. Donc, tu vois, si ton enfant il a besoin de toi, tu ne vas pas lui dire, bon, bah, ça va, je t'ai donné 5 minutes, je me casse maintenant, débrouille-toi. Et c'est ça aussi, on est là pour nous. C'est un peu la même chose, tu vois. C'est un peu la même chose. Donc, je dirais, on donne le temps pour cette chose-là. Et une fois qu'on voit que souvent, quand on donne notre attention, les choses se calment. Ton bébé, quand tu es là pour lui, à un moment donné, il va arrêter de pleurer. Et ça va être la même chose. Souvent, vous allez voir qu'au bout de 5, 10, 15, ça dépend de l'intensité de l'émotion, ça va se calmer, ça va se dissoudre très souvent, la plupart du temps. Et à partir de là, une fois qu'on sent que ça s'est passé,
la prochaine étape, ça va être d'aller voir quel est mon besoin derrière ça, en fait. Ouais. Tu vois? Quel est mon besoin? Par exemple, dans le cas du retard, je peux avoir le besoin d'être respecté, de respect, le besoin de respect, parce que peut-être que je ne me suis pas sentie respectée. Tu vois, je peux avoir ça. Et alors là, une fois que j'ai identifié c'est quoi mon besoin, comment j'agis, parce que c'est important d'agir, pas juste nommer le besoin, mais d'agir. Et là, je vais me dire qu'est-ce que je peux faire, même la plus petite chose que je peux faire pour me faire du bien et qui dépend que de moi. Parce que si ça dépend de l'autre, de nouveau, on redonne notre autonomie à l'autre. Ouais. Donc, vu que tout ce travail qu'on fait, c'est de garder notre autonomie, notre libre arbitre, du coup, on va choisir quelle est la plus petite action que je peux faire pour me faire du bien. Maintenant, tout de suite. Et donc, si je suis peut-être je dis n'importe quoi. Je me dis ce qui me passe par la tête, j'ai envie de m'acheter une glace. Allez, je vais m'acheter une petite glace et je suis contente. C'est débile, mais parfois, ça peut faire du bien et peu importe. En fait, c'est juste de dire, voilà, je t'ai écouté, j'ai pris soin de toi et là, je te fais un petit plaisir. Maintenant, je dis une glace, c'est très anecdotique, mais ça m'est venu comme ça, tu vois. Donc, voilà, ça, c'est un peu comment on agit quand on a une émotion. Je vais juste le répéter parce que je sais que je dis beaucoup de choses. Donc, d'abord, je stabilise mon corps. On a pris l'image de l'arbre, de la montagne. Je me pose, j'ai mes pieds au sol. Je suis là. Je respire. Je fais une longue expiration, vraiment pour calmer mon système nerveux. Ça se passe d'abord dans le corps, c'est ce qu'on a dit. Donc, stabiliser, respirer, désidentifier. Donc, je vais voir où ça se passe dans mon corps. Et je vais dire, voilà, quelque chose en moi se sent ce qu'il se sent. Triste, en colère, frustré, agacé. Et donc, je peux lui dire bonjour, je le reconnais, tu vois, et je suis là pour lui. Donc, je lui fais sentir que je suis là. C'est pour ça que je mets ma main, tu vois, ça. Après, on peut ne pas la mettre, mais moi, je trouve que c'est un plus de le faire. J'entre en contact et je ne sais plus trop mon être, mais c'est une partie de moi. Donc, je crée de l'espace et un dialogue. Et puis, j'observe quelle est la forme, la texture. Est-ce que ça bouge dans mon corps quelque part? Et je suis là le temps que ça a besoin que ce soit là jusqu'à ce que ça se dissipe. Et une fois que j'ai fait tout ce processus, qu'on est calme, là, je vais voir quel est le besoin en fait que j'avais derrière ça. Qu'est-ce qui m'a mis tellement en colère en fait? Quelle est ma valeur? Souvent, c'est un besoin, une valeur, tu vois, qui n'a pas été respectée, qui n'a pas été nourrie. Et puis après, quelle est la plus petite action que je peux faire qui dépend de moi pour me sentir bien là maintenant tout de suite? Ouais. Est-ce que tu as tu veux, je sais pas, Anne-Marie, est-ce que je sais pas si tu vois les commentaires ou si tu as d'autres interrogations ou… Ouais. Eh ben, pour les commentaires, je vois toujours pas les commentaires. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, les commentaires ont disparu. Je pense que c'est une mauvaise connexion et j'arrive pas à me connecter sur mon téléphone pour pouvoir voir les commentaires, mais c'est pas grave. On peut répondre plus tard pour les commentaires, on peut les voir. C'est tout à fait clair. Donc, ma chère Patricia, c'est vraiment comment gérer une émotion, donc comment voilà, tu nous as donné des outils pour pouvoir stabiliser donc le corps, désidentifier donc l'émotion, c'est-à-dire ne pas être complètement dedans, et puis voilà, définir à quoi ça ressemble et chercher le besoin derrière et passer à l'action. Ben ça, j'aime beaucoup parce que je pense que c'est très important la responsabilité, justement, de prendre la responsabilité de son émotion, parce que très souvent, quand quelqu'un, par exemple, quand quelqu'un est en colère, très souvent on dit tu m'as mis en colère, tu m'as mis en colère. Donc c'est facile de rejeter l'émotion sur l'autre et d'inculper l'autre de mon émotion, alors que l'émotion, ça vient de moi, ça vient de mes blessures, peut-être de mes besoins non satisfaits, ça vient de moi. Donc ça, c'est très important parce que, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, très tôt, on nous apprend à nous dissocier de nos émotions, mais aussi à ne pas prendre la responsabilité de nos émotions et de rendre l'autre responsable de ce qu'il m'arrive.
Et ça, c'est très important parce que quand on reste dans cette optique-là, on peut rien changer ça rend des relations insupportables. Alors que l'émotion devrait être une affaire personnelle, c'est-à-dire voir ce qui est à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui a été touché, qu'est-ce qui a été interpellé, qui nous a mis dans cet état-là. Et la preuve en est, d'ailleurs, la même situation peut mettre quelqu'un en colère, comme elle peut ne pas mettre quelqu'un d'autre en colère. Et du coup, c'est pas la situation qui est en question, mais plutôt ce qui est à l'intérieur de soi. C'est un peu l'effet miroir de la personne, de ce qui est à l'intérieur de soi. Voilà, donc merci beaucoup. C'était juste voilà, pour récapituler et pour dire quelques mots sur ce qui a été dit. Donc, j'attends la suite avec impatience. Voilà. Ben écoute, donc du coup, tu as un tout petit peu introduit et c'est très bien parce que là, on va parler de la relation à l'autre dans le cadre de l'émotion, évidemment. Et comme tu dis, c'est très important de prendre les responsabilités de nos émotions parce que ça nous permet de garder notre autonomie et comme tu dis, de pouvoir changer. Parce que si tout dépend de l'autre, ben, je suis une marionnette à la fin. Je ne suis pas quelqu'un qui arrive à vraiment décider pour moi. Ouais. Donc, dans la relation à l'autre, donc là, tout à l'heure, on a parlé des besoins. Donc, quel est le besoin? Ah tiens, avant que je passe sur les besoins, tu vois, je vais montrer la roue. Donc là, vous vous rappelez, c'était ce qu'il y a dans mon corps, dans le noir. Ici, c'était les 4 familles d'émotions, la joie, la colère, la peur et la tristesse. Et ici, ce sont les besoins. D'accord. Et là, on a différentes familles. On a réalisation, communication, partage, concrétisation, créativité, loisir, sécurité, le besoin de sens. Donc, tout ça, ce sont les besoins et ce sont des besoins universels. Dis-moi une personne qui n'a pas besoin, je ne sais pas moi, de se réaliser ou d'être aimé ou de partager. Les besoins sont universels. Ce qui va changer, c'est notre culture. Tu vois, par exemple, l'amour, que ce soit le besoin d'amour, de partage, selon les cultures, ne sont pas les mêmes. Selon nos traditions, selon comment on a été éduqué, aussi selon les blessures dont tu as parlé, qui sont très importantes. Donc, c'est bien de se rappeler, et c'est vraiment hyper important qu'on a nos lunettes et on voit le monde à travers notre éducation, notre culture, etc. Mais on a tous les mêmes besoins. Fondamentalement, on a les mêmes. Donc, on est des êtres humains, on est un finalement. Et ça, c'est bien de se dire qu'on est quand même les mêmes, mais on s'exprime différemment sur nos besoins. On ne va pas exprimer nos besoins de la même manière, tu vois. Mais ce qu'il y a derrière, le besoin fondamental, il est le même. Donc, déjà, c'est quoi l'objectif dans notre relation à l'autre? Moi, c'est vrai que là, tout ce que je vous ai préparé, en grande partie, ça vient de la communication non violente, cette philosophie qui a été développée par Marshall Rosenberg et qui est un truc extraordinaire que j'encourage tout le monde à lire et à découvrir, que ce soit sur YouTube ou vous allez trouver une mine d'or. Et c'est quoi l'objectif en fait dans tout ça? L'objectif, c'est d'être en harmonie avec soi-même. C'est pour ça qu'on a commencé par soi pour se stabiliser parce que je ne peux pas être en harmonie avec l'autre si je ne suis pas un minimum stabilisée. Mais aussi, c'est d'être en harmonie avec l'autre. Ce n'est pas de venir et de faire des conflits dominant-dominé, rapport de force. On n'est pas intéressé par ça. Parce que dans cette philosophie-là, il n'y a pas un gagnant, un perdant. Il y a 2 perdants et 2 gagnants. Tu vois, si tu commences à faire la guerre avec l'autre, même si tu as gagné, entre guillemets, tu ne vas pas être contente au fond de toi. Et donc, l'idée vraiment, c'est important parce que quand je vais vers l'autre, je dois être animée par cette envie. Tu vois, parce que l'intention, c'est à la base de tout. Tout ce que je fais, j'ai une intention derrière. Et ici, mon intention, quand je vais aller vers l'autre pour communiquer avec lui sur mon émotion, mon intention, c'est vraiment d'être en harmonie, en écoute, de me réconcilier avec lui. Et donc, une dernière chose que je voudrais dire aussi sur la philosophie, j'aimerais faire un petit clin d'œil aux accords Toltec, qui sont, je ne vais pas les nommer les 4, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de ne pas prendre les choses personnellement. Par exemple, la personne qui est arrivée en retard, ce n'est pas qu'elle veut me manquer de respect. Tu vois, peut-être dans ma vision des choses, c'est un manque de respect, mais peut-être qu'elle n'a pas du tout voulu me manquer de respect. Peut-être, on ne sait pas déjà ce qui lui est arrivé, tout simplement. Peut-être qu'elle a été prise dans un embouteillage, que son téléphone est mort,
voilà, on ne va pas faire ni de suppositions ni prendre les choses personnellement. Ça, c'est déjà 2 accords Toltec. Tiens, 2 pour le prix d'un. Et donc, avant d'aller parler à l'autre, je vais me mettre un peu au clair. Donc, je vais d'abord faire un tableau avec 2 colonnes. La première colonne, je vais écrire les faits. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et dans la deuxième colonne, comment moi je l'ai vécu. Donc là, je vous ai pris un exemple. Je peux dire, ce matin, tu es parti en laissant ton assiette sur la table. Ça, c'est un fait, c'est factuel, tu vois. Il n'y a pas de jugement, il y a juste un fait. Et c'est ça qu'on cherche. Par exemple, si je dis, tu es tout le temps devant l'ordinateur, c'est un reproche. Par contre, si je dis, aujourd'hui, tu as passé 3 heures devant l'ordinateur, c'est factuel, tu vois. C'est vraiment de pouvoir, déjà les toujours et les jamais, on sait que sont jamais des bons amis. Hein. On va bannir toujours et jamais parce que c'est pas vrai. Hein. Donc c'est très important d'arriver dans la colonne 1 à avoir de la neutralité, de juste écrire qu'est-ce qui s'est réellement passé de façon précise. Et puis, en colonne 2, comment j'ai vécu les choses. Donc ici, par exemple, si je prends l'exemple de l'assiette sur la table, je peux dire, voilà, quand j'ai vu l'assiette sur la table, quand je suis entrée en colère, parce que j'ai l'impression d'être prise pour la bonne à la maison et que personne ne pense à moi. Voilà, ça c'est comment je l'ai vécu. Et comme on a parlé très justement, on va prendre la responsabilité de cette émotion-là. On ne va pas accuser l'autre, on ne va pas aller dans les critiques, dans les jugements, le tu qui tue. Hein, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. On va sortir du jeu des victimes et des bourreaux, comme je disais, des rapports de force, tout ça. On ne va pas entrer là-dedans. On va dire, OK, moi, j'identifie mon émotion. Donc, dans le cas de l'assiette sur la table, c'est la colère. Et mon besoin, c'est quoi? Peut-être c'est mon besoin, c'est d'être soulagée parce que je suis une femme qui travaille et que le fait qu'il laisse son assiette sur la table, ça me surcharge de travail. Donc peut-être c'est ça mon besoin derrière. Et donc là, je vais pouvoir communiquer et faire une demande par rapport à ça. Tu vois? Et donc, je vais faire une demande qui est dans le besoin de soulagement. Et là encore, je vais faire une demande qui est réalisable, précise. Je ne vais pas faire une demande, tu vois, trop… par exemple, je peux demander, est-ce que tu es d'accord de préparer le repas ce soir? Puisque mon besoin, c'est un besoin de soulagement. Donc là, je propose à l'autre, voilà, est-ce il pourrait faire ça, tu vois? Donc, et quand je vais le voir, une fois que j'ai identifié donc mon émotion, mon besoin et ma demande, qui est une demande tout à fait réalisable, parce que si je demande des choses, tu vois, impossibles, je risque d'être frustrée. Donc là, je peux demander déjà une petite chose. Et là, quand je vais voir la personne, je vais me mettre dans des bonnes dispositions, une bonne énergie. Donc, le ton de la voix est très important parce que ce n'est pas seulement la phrase que j'aurais préparée, c'est aussi comment je la dis. Sur quel ton de voix, quelle est ma posture, est-ce que je suis dans une posture, tu vois, le non-verbal qui est très important et quelles sont les conditions. C'est-à-dire si je vais faire ma demande au moment où, disons, là, c'est dans le cas d'un mari et de sa femme, je l'appelle, je sais qu'il a une réunion au bureau, il va m'envoyer balader. Donc, on va aussi essayer de choisir un moment où on sait que la personne est plus ou moins détendue, elle est relaxe, elle va être favorable aussi. Donc, c'est très important de se donner les chances de réussir aussi. Et donc, une fois que je formule ma demande, en général, quand les choses sont claires, nettes et précises, qu'elles sont faites avec bienveillance et amour, honnêtement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, je dirais. Je vois, mais c'est vrai que quand on fait une demande, peut-être qu'il y a 10%, 15% qu'on peut se dire, ah, peut-être il va me dire non. Et on doit être d'accord parce que, tu vois, peut-être la personne, ça ne lui convient pas. Et donc, à ce moment-là, si la personne n'est pas d'accord avec le fait de préparer, disons, un repas, tu lui dis, bon, qu'est-ce que tu peux me proposer pour me soulager? Parce que j'ai vraiment besoin d'être soulagée à la maison. Tu vois, qu'est-ce que tu pourrais me proposer? Et on le laisse lui, tu vois, faire ses propositions. Et comme ça, on se met aussi, il y a une image que j'aime beaucoup, c'est aller sur la colline de l'autre. On a 2 personnes, tu vois, sur 2 collines. Et donc là, je me déplace et je vais vers sa colline. Qu'est-ce que toi, tu pourrais me proposer, tu vois? Et là, du coup, il va faire des propositions. Et à ce moment-là, on va négocier. L'idée, c'est quand même d'arriver à un accord. Maintenant, dans le cas très rare, là, on était à 10% qu'ils te disent non, mais là, c'est un non radical.
Euh, moi, j'ai une amie qui m'avait donné un truc qui m'a fait rigoler, mais je trouvais qu'elle avait raison. Elle me disait, il faut choisir ses batailles. Donc, je vais peut-être me poser la question, est-ce que c'est une bataille vraiment importante pour moi ou pas, tu vois? Alors, si dans le cas que c'est oui, ben, c'est un oui. Si c'est non, ben, alors je peux aussi décider de lâcher prise parce que je ne peux pas toujours tout contrôler. Hein. Et donc là, je peux décider aussi de lâcher prise. Et si c'est vraiment très important pour moi et qu'il y a complètement un désaccord et que vraiment il n'y a pas moyen de... Donc, ça veut dire que dans la relation, il y a peut-être un problème et que là, bon, je ne dis pas de divorcer, mais en tout cas, voilà, de voir... parce que c'est clair qu'il faut trouver des terrains d'entente quand on est à deux, mais là, ça peut être des amis, ça peut être un collègue. Alors, du coup, ben, on prend de la distance, honnêtement. Si on n'arrive pas avec toute la bonne volonté à trouver un accord, ben, ça, on doit accepter aussi que voilà, la personne n'est pas favorable à notre demande. Et ça peut arriver, par exemple, que si, tu vois, on est quelqu'un, je sais pas, qui a d'habitude de toujours rendre service, tu vois, il y a ces gens-là qui rendent toujours des services, qui sont toujours là pour aider, qui veulent donner des conseils, etc. Que le jour où ils se positionnent, bah, peut-être qu'il y a des gens que ça n'intéressera pas et qu'eux ne seront pas d'accord d'aider. Parce que là, on a pris l'exemple de l'assiette, tu vois, et que quelqu'un ne veut jamais contribuer, bah, la relation est déséquilibrée. Donc, si c'est quelqu'un, voilà, je vais peut-être m'éloigner. Tu vois, quand je commence à être à l'écoute de moi, de mes besoins et de me prendre en compte et de m'aimer, parce que finalement, tout ça, toute cette démarche, c'est une démarche d'amour de soi et de responsabilisation. Ben, si on voit que ben, dans la relation, l'autre n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, ben, tant pis. Voilà, donc ça, c'était donc ça, c'était pour la troisième partie avant la dernière. Donc, je vais juste faire un petit récap et je te laisse aussi récapituler. Donc, on va aller, une fois qu'on a stabilisé, reconnu notre émotion, vu quel est notre besoin, et qu'on se met dans cet objectif d'être dans une relation de bienveillance, de gagnant-gagnant avec l'autre. J'écris ma petite colonne. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment je l'ai vécu? Et je vais formuler à partir de là ma demande. Qu'est-ce que je demande à l'autre, en fait? À partir de mon besoin, qu'est-ce que je demande pour que notre relation soit plus chouette, en fait, entre nous. Et donc là, je vais dans les bonnes dispositions, la bonne intention, le bon moment, et je vais proposer ma demande. Si elle est acceptée, c'est bon. Si elle n'est pas acceptée, je vais sur la colline de l'autre et je dis, mais qu'est-ce que tu me proposes? Si voilà, il n'y a pas d'accord, bah là du coup on voit est-ce que cette bataille-là elle est importante pour moi, j'évalue l'importance. Si c'est pas important, je peux aussi décider de lâcher prise, dire bon bah ok il est comme ça et ça marchera pas, et que c'est pas très grave au final. Et si c'est quelque chose de fondamental qui amène du déséquilibre trop important, bah là je pense qu'on a aussi le choix de s'éloigner parce qu'on voit qu'on est dans une relation qui est déséquilibrée. Voilà, ça c'est un peu un gros résumé de ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu... Oui, mais je te laisse rebondir parce que toi aussi, je suis sûre que tu as plein de choses à dire. Mais oui, moi je te suis et en même temps, bah, c'est ce que je fais dans mes ateliers d'affirmation de soi, donc c'est à peu près la même chose. Donc c'est vraiment ça, accepter aussi l'autre qui dise non, parce que très souvent on croit que s'affirmer, ça veut dire imposer son avis, mais en fait non, pas du tout. C'est aussi laisser cette part, c'est une demande. Et quand c'est une demande, c'est pas un ordre. C'est-à-dire, il faut accepter aussi que un non peut être une réponse, parce que souvent il y a des gens qui ont peur de ce non, parce qu'ils pensent que c'est un rejet pour soi-même, pour la personne, alors que le non c'est juste pour la demande, et donc ils n'osent pas demander par peur d'être rejetés. Donc il y a ça. Donc quand vous demandez à quelqu'un, mettez en tête que il y a possibilité qu'ils disent non et c'est normal, c'est-à-dire que c'est son droit. Vous ne donnez pas des ordres. Être affirmé, ça ne veut pas dire imposer ou manipuler les gens. Laisser le libre arbitre à l'autre de choisir un peu sa position, sa décision. Et ça veut dire aussi que vous avez aussi le choix, comme vient de dire Patricia. Donc après, vous avez le choix d'en juger si la relation vous convient ou pas. C'est-à-dire, voilà, il faut toujours laisser le libre arbitre, laisser le libre choix de la personne de ses réponses et après décider voilà, de la suite de la relation ou de la suite des événements.
Donc voilà, restez toujours, parce que le problème, c'est que dans l'affirmation de soi, moi je parle toujours par rapport à l'affirmation de soi, parce que c'est à peu près le même contenu que je développe dans mes ateliers. Et donc, c'est-à-dire, les gens croient, il y a beaucoup de gens qui sont soumis parce qu'ils ont peur de s'affirmer, ils pensent qu'il n'y a pas un juste milieu, c'est-à-dire soit être soumis, soit être agressif. Et donc, puisqu'ils sont trop bien élevés, donc ils veulent pas être agressifs, ils restent dans la soumission. Donc, ils savent pas qu'il y a un juste milieu, c'est d'être affirmé, c'est de demander, c'est de s'exprimer et voilà, et passer par toutes les étapes qu'on vient de dire. Et donc, accepter aussi que l'autre dise non aussi, et que le non, c'est pas la personne, mais c'est plutôt à la demande. Donc, il y a ça. Il y a aussi donc les gens qui ont peur ou qui pensent que s'affirmer, c'est manipuler les gens et obtenir ce qu'on veut coûte que coûte. Donc non, s'affirmer, c'est vraiment de s'exprimer, de laisser l'autre, de faire une demande, de s'exprimer, de faire une demande et de recevoir la réponse de l'autre et de laisser l'autre libre de ses choix et par la suite de décider de la suite de la relation. Soit trouver un compromis, une solution gagnant-gagnant, soit décider de s'éloigner ou d'interrompre la relation. Ça dépend de la relation et de son importance, bien sûr. Voilà, donc oui, tout a été dit et puis c'est juste un petit complément, on va dire, de ce que tu viens de présenter. On se complète bien, c'est bien. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment waouh, c'est magique. Écoute, les joies de la collaboration. Oui. Hein? Donc, sachant qu'on n'a rien préparé à l'avance, hein, donc c'est vraiment quelque chose de spontané et c'est comme si quand on faisait un cours ensemble, c'est génial. Oui. Alors, je vais venir à ma dernière partie, comme ça après on laisse le temps à Rim, tu voudras, je pense, proposer aussi des choses. Donc là, c'est plus court parce que là, c'est une dernière partie, c'est sur les remèdes naturels qu'on peut prendre quand on a des grands moments difficiles. Parce que bon, l'émotion souvent est passagère, mais parfois, ça peut arriver qu'on vit un moment de vie difficile. Donc, je pense au deuil, je pense aux séparations, je pense au changement de vie, à la perte d'un emploi, à un déménagement, bon bref, des choses où on sait que ça va durer un petit temps et que ça va pas partir en un jour. Donc là, j'ai quatre propositions pour vous. La première, c'est vraiment les élixirs de Bach. Je vais montrer en image. Ce sont des élixirs comme ça qu'on dévisse et qui, tu vois, tu mets dans la bouche comme ça. Et en fait, ça vient de l'homéopathie. C'est un médecin britannique qui l'a inventé dans les années 30. Ce sont des élixirs à partir des fleurs. Et donc, c'est vraiment, chaque élixir, c'est pour une émotion particulière. Donc, lui, il avait divisé 7 grandes familles. Donc, je peux vous donner les noms. Il a la famille de l'incertitude, le manque d'intérêt pour le présent. Donc, ça, c'est quand on perd vraiment... on n'est plus stimulé par la vie, par exemple. Les préoccupations excessives pour le bien d'autrui, donc quand on est tout le temps préoccupé. L'hypersensibilité, donc quand on est des gens, et les hypersensibles sont des gens qui ressentent les choses de façon multipliée. Donc, c'est une catégorie de la population qui a ça. La famille de la solitude, la famille de la peur, il y a différentes peurs, hein. Et tout ce qui est abattement et désespoir. Donc ça, ce sont les 7 grandes familles. Et à partir de là, vous avez, par exemple, celle que j'ai en main, elle s'appelle moustarde. Donc, c'est la fleur de moutarde. Et elle, c'est pour la tristesse. Ça peut être, tu vois, quand je sais que je traverse une période de tristesse, je prends ça. Quand c'est passager, je peux prendre sur la journée quelques gouttes, tu vois. Donc, si ça dure 2-3 jours, je prends. Et si c'est une tristesse qui est plus longue, je peux faire une cure de 3 semaines. Il n'y a pas de problème parce que ça n'a pas d'effet secondaire. Donc, vous n'allez pas avoir de problème à en prendre sur une longue période. Il y a une fleur de Bach qui s'appelle Rescue. Et elle, c'est pour le cas où il y a des grands chocs et que sur le moment même, c'est la plus forte. Et là, on la prend pour le choc. Mais ça ne se prend pas sur trop longtemps. C'est vraiment pour quelques jours. Ouais. Donc ça, c'est, on va dire, le remède principal qu'on prend pour les émotions. Après, il y a un autre que je trouve très intéressant, c'est les huiles essentielles. Donc, il y a toute une famille d'huiles essentielles qui sont calmantes. Donc, vous avez la lavande, ylang-ylang, rose, néroli, géranium et cyprès.
Donc là, par exemple, je vous montre, j'ai ici une huile essentielle de lavande. Donc là, il y a plusieurs applications possibles. Donc, soit je la ressens avec les narines, soit je mets une goutte, par exemple, ici. Tu vois, je mets là et je la respire et je la garde sur moi, sur la peau. Bah, ça arrive, en fait, qu'on la sente ou qu'on la mette sur la peau, ça arrive direct au cerveau, l'information. Donc, c'est assez rapide, ça met 20 secondes. Et je peux la mettre sur la zone qui ne va pas bien. Par exemple, si c'est un truc de cœur, je peux la mettre sur mon cœur. Sinon, je peux aussi la mettre sur la plante des pieds parce que ça enracine bien l'huile essentielle. Normalement, aussi, elles n'ont pas d'effet, ça dépend desquelles. Hein. Il y en a qu'on ne doit pas utiliser longtemps, tout ce qui est les familles d'antiviraux, mais ça, ce n'est pas le cas parce qu'on ne travaille pas là-dessus maintenant. Mais en général, les huiles essentielles calmantes, on peut les utiliser. Il n'y a pas de… on va dire que tu peux aller jusqu'à 4 à 6 gouttes par jour sans problème. Parce que c'est quand même très puissant, hein. C'est des concentrés des tonnes de plantes, donc on ne va pas exagérer parce que ça peut nous intoxiquer. Mais après, une fois que vous prenez les huiles essentielles, il y a toujours les modes d'usage, hein, vous allez trouver. C'est pas, on ne vous laisse pas à l'abandon, vous avez toujours combien de gouttes vous pouvez utiliser, etc. Et il y a aussi des huiles comme celle-ci, donc la lavande encore, que vous pouvez mettre dans un diffuseur. Et donc, un diffuseur, ça veut dire un récipient d'eau, tu mets les gouttes dedans et ça chauffe et puis ça diffuse dans la maison. Et ça, c'est exceptionnel parce que ça reste pas toute la journée, mais en tout cas toute la matinée ou toute l'après-midi, ça dépend. Et ça diffuse cette odeur-là. Et il y a dans la marque doTERRA, je parle de cette marque parce que je travaille avec elle, elle est de très bonne qualité parce que ce soit, bon, Fleur de Bac, c'est de très bonne qualité. C'est très important de choisir de la qualité. Que ce soit pour ce que je vais parler après aussi, les compléments alimentaires, c'est vraiment important si vous voulez avoir des résultats de ne pas lésiner en fait. Et donc par exemple ici, ça c'est une huile essentielle de la marque doTERRA que j'aime beaucoup, Intune. Et celle-là par exemple c'est une pour favoriser la concentration. Mais vous en avez pour les émotions, tu vois. Et là c'est plutôt un rôle comme ça. Et là je peux mettre, c'est comme si sur la concentration, je mets ici sur les tempes. Et ça favorise pour quand on veut étudier, etc. Et donc, les synergies, vous avez 6 synergies. Quand je dis synergie, ça veut dire que c'est un mélange de différentes huiles à l'intérieur du flacon. Il y a une pour la paix, consolation, la joie, le pardon, la motivation. Donc, il y a différentes synergies. Et enfin, il y a les tisanes. Les tisanes, on a 5 tisanes que j'ai choisies pour vous. Donc, la passiflore, c'est pour l'anxiété, la mélancolie. La fleur d'oranger, c'est pour les troubles du sommeil. Le safran, c'est pour retrouver la gaieté et la sérénité. Le tilleul, c'est très efficace pour les crises d'angoisse. Et la mélisse, c'est pour les moments émotionnellement difficiles. Donc, ça, c'est les 5. Mais ça, je pourrais donner un rime, un papier, tu vois, t'envoyer pour partager hein, tout ça parce que vous n'allez pas retenir. Ouais. Et enfin, quand c'est sur une période prolongée, là, je conseille de prendre des compléments alimentaires. Parce que si on a un deuil ou, tu vois, ou une séparation, ça ne va pas finir en un jour. On le sait que ça dure longtemps. Et que forcément, comme c'est une situation émotionnelle difficile, donc ça crée du stress et ça va venir atteindre notre système nerveux. Donc, on veut, nous, aider le système nerveux pour qu'il ne soit pas trop en carence et que ça ne vienne pas du coup affaiblir notre système immunitaire. Parce que tout ça, c'est lié. Donc, ce que je vous conseille, magnésium, c'est le roi des vitamines pour le stress, hein, le magnésium. Pareil, comme je disais, choisissez vraiment de la qualité, c'est très important. Vitamine B, pardon, parce que c'est un très bon complément pour le magnésium. Les deux fonctionnent, ils se renforcent l'un l'autre. L'oméga 3, c'est très bon pour le cerveau et dans des périodes pareilles, on a besoin de nourrir notre cerveau. Et la safratonine. La safratonine, c'est dans les cas où c'est plutôt de la dépression, de la grande tristesse. Parce que comme vous avez vu aussi tout à l'heure en tisane, on utilise le safran pour retrouver la gaieté. La safratonine, c'est ce qu'on appelle un antidépresseur naturel. Et donc là aussi, vous n'avez pas d'effet secondaire. Hein. C'est finalement pourquoi je vous donne ces remèdes naturels, c'est parce que vous avez 0 effet secondaire et que vous pouvez les prendre en toute tranquillité, faire des cures et ça va vraiment vous aider. Moi, je suis passée par là, comme tout le monde d'ailleurs.
Et j'ai pris ça. Et honnêtement, parce que ce qui va arriver quand il y a des périodes trop longues, difficiles, vous allez sentir votre énergie qui est trop basse. Et ça, que ce soit les fleurs de bac. Bon, fleurs de bac, j'utilise plus pour des émotions plus courtes. Les compléments alimentaires d'office, quand c'est des émotions qui vont durer dans la durée d'office, vous prenez les compléments alimentaires. Ça, c'est obligé. Et après, les huiles essentielles et les tisanes, ça vous aide beaucoup. Parce que l'huile essentielle, c'est presque un médicament. Hein, c'est un concentré qui est extraordinaire. Et les tisanes, ça aide beaucoup aussi. Donc voilà, ça c'est un peu les 4 familles de remèdes naturels que j'avais envie de présenter pour la gestion, l'accueil des émotions. D'accord, super. Merci beaucoup, Patricia. Alors, j'arrive maintenant à voir les commentaires. J'ai fait quelques pirouettes. alors, il y a Sané qui dit, ou Afet plutôt, l'amour est une émotion. Est-ce que l'amour est une émotion? Et il y a Sané qui répond, l'amour est plutôt un sentiment. Donc, et là, est-ce que l'émotion, c'est plus fort qu'un sentiment? Donc, il y a toute une discussion qui a été amorcée sur émotion-sentiment. C'est quoi la différence? Oui, mais en fait, pour moi, c'est une bonne, c'est une bonne question. Je me suis jamais posé cette question-là. Tu vois, c'est comme quoi c'est intéressant quand on fait ça. On a des réflexions qu'on ne sait pas jamais vraiment en fait. Moi, je l'aurais apparenté, j'aurais apparenté les deux, honnêtement. Mais si tu veux, je peux regarder. Et ça, je peux amener une réponse. Parce que pour moi, je les mettais ensemble, tu vois, le sentiment et l'émotion. Oui. Parce que, oui, bon, après l'émotion, peut-être par rapport à l'amour, mais l'amour, tu vois, oui, peut-être que le fait, est-ce qu'on peut dire que le sentiment est plus conceptuel? Parce que quand tu dis l'amour, c'est plus, ça peut être dans la tête, alors que l'émotion, comme on a dit, c'est dans le corps, tu vois. Et donc, est-ce que quand c'est plus dans le mental, on parle d'un sentiment, et quand c'est plus dans le corps, peut-être on parle d'une émotion? Ça, c'est possible, tu vois. Par exemple, ouais, moi, je pourrais peut-être amener cette nuance-là, mais je dois creuser un peu pour voir. Mais ça, comme ça, spontanément, c'est ce qui me vient. Tu vois, je me dis, est-ce que sentiment, mais… D'accord. Ouais, au départ, je ne distinguais pas spécialement les deux, mais là, je me demande si ça ne serait pas quelque chose de plus mental et l'autre quelque chose de plus physique. Parce que n'oublie pas que dans notre définition de l'émotion, c'est une réaction à quelque chose qui se passe. Alors que le sentiment d'amour, tu peux l'avoir tous les jours pour ton enfant, ce n'est pas une réaction à quelque chose qui se passe. Voilà. Je pense que si on revient à la définition de l'émotion, non, une émotion, ça va être quelque chose qui se passe, à quel on va réagir en fait, et qui va se manifester dans le corps. C'est toujours bien de revenir effectivement à la définition. Et si on parle de cette définition-là, alors ce n'est pas un sentiment, c'est vraiment une émotion. Alors que le sentiment d'amour, je vais l'avoir tous les jours pour mes enfants, mon mari, des amis, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Rime? Oui, bah, je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que l'émotion, c'est une émotion, c'est un indicateur pour moi. C'est-à-dire, c'est un signal pour nous indiquer qu'il y a quelque chose qui a été touché finalement. Un sentiment, c'est beaucoup plus un sentiment sans vraiment être stimulé par quelque chose d'extérieur. Voilà, c'est un état. C'est un état, je crois. Exactement. Donc l'amour, c'est plus un sentiment qu'une émotion finalement. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bah, c'est génial, en tout cas, merci pour la question, parce qu'elle est vraiment super. Je n'avais jamais pensé à ça et je trouve que c'est génial d'avoir posé la question. C'est excellent, merci beaucoup. Oui. Alors, il y a Chanel qui dit « Je suis très intéressée par la communication non violente en tant qu'enseignante. C'est très important de l'intégrer au système éducatif. » Ah oui. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Et il faut savoir, après, je ne sais pas en Tunisie, parce que tu vois, je ne connais pas très bien, mais je sais qu'en France, en Belgique, c'est très développé et que maintenant, peut-être qu'avec toutes les formations qu'il y a online, il y a peut-être moyen de suivre ça. Bon, après, c'est toujours, moi, je trouve plus riche de le faire en présentiel parce que c'est quand même en interaction. Mais en tout cas, déjà, pour commencer, c'est déjà voir les vidéos sur YouTube de Marshall Rosenberg, qui est le fondateur. Elles sont en fait, elles sont en anglais, mais elles sont souvent sous-titrées en français.
Si tu tapes en français, tu vas le trouver. Si tu tapes communication non violente Marshall Rosenberg, tu risques de les trouver, c'est ce que moi j'avais fait à l'époque, sous-titré en français. Et c'est une mine d'or, c'est magnifique. Tu vois, déjà rien que ça. Et normalement, la CNV, au niveau des formations, tu as plusieurs niveaux. Hein. Tu as formation niveau 1 et c'est des week-ends. C'est un week-end. Niveau 1, niveau 2, c'est un week-end et niveau 3, c'est un week-end. Et puis après, bon, on peut approfondir pour devenir soi-même prof de communication non violente. Et je trouve que c'est la chose la plus extraordinaire qui soit au niveau de la communication et qui on aurait vraiment intérêt à connaître dans les écoles. Donc, oui, j'encourage vivement à ça. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Il y a aussi le livre référence de Cessez d'être gentil, soyez vous-même. Donc, je conseille voilà, à toute personne qui serait intéressée par la communication non violente. Donc, il y a Émilie qui revient et qui dit, voilà, il y a aussi l'huile essentielle de camomille romaine, appelée aussi camomille noble, puissant, apaisant, qui saura vous aider à faire face aux émotions et angoisses. Merci, Émilie. Alors, et ici, pour moi, l'amour est un sentiment engendré par beaucoup d'émotions différentes, l'attachement, la tendresse, le désir, etc. Voilà. Ben, c'est super. Moi, je suis très contente de t'avoir reçu comme invitée aujourd'hui, Patricia. Et je te remercie pour ta présentation qui est très, très intéressante sur les émotions. Et toutes tes explications étaient vraiment très claires. Et j'espère que ça a aidé beaucoup de gens à avoir plus clair comment gérer les émotions ou plus comment accueillir, comment faire, comment se comporter, on va dire, avec son émotion. Que ce soit avec soi-même ou avec les autres. Et donc voilà, je remercie aussi